Est-ce bien raisonnable d'investir dans FDJ United? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. On va mettre à jour le suivi de FDJ United. Je suis ici sur Fiscalaïs si vous souhaitez vous y abonner. Vous avez 15% de réduction avec le coupon dans le commentaire épinglé de cette vidéo. FDJ United, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le monopole de jeux d'argent en France. Et après, à l'international, il y a l'État au capital, c'est un marché réglementé, de critères qualitatifs qui sont quand même importants et qui peuvent rebuter des investisseurs. Donc il faut l'avoir en tête. Le prix de l'action hors dividende, et les dividendes sont importants, depuis la cotation, donc la cotation a eu lieu en 2019, on est passé de 22,70 € à 25,50 €, donc pas grand-chose comme croissance du cours. Et au niveau de la market cap, on n'a pas trop bougé non plus, 4,6 milliards, on est à 4,7 milliards. Bon, c'est pas flambant, alors 4,2 milliards, pardon. C'est pas flambant comme performance. En revanche, si on réintègre les dividendes, 10 000 € investis à l'introduction en bourse, vous aurez donné 14 000 €. Bon, pas terrible comme performance en réalité. Qu'est-ce qui peut attirer les investisseurs, hein? C'est ça évidemment, hein, ce dividende ici qui est à 8%. Dans l'actualité récente du groupe, bon, on a les résultats financiers 2025 qui sont pas trop mal, on va dire. Donc décroissance du chiffre d'affaires impacté par les hausses de fiscalité et changements réglementaires. Ça va être récurrent, hein, sur FDJ. Donc si vous investissez dans ce dossier, vous avez un risque que vous ne maîtrisez pas, c'est le risque réglementaire et les impôts. Et il n'y a que deux certitudes dans la vie, la mort et les impôts. Donc sachez que vous avez ce vent contraire et vous savez évidemment que les États étant surendettés, ils vont essayer d'activer tous les leviers possibles pour faire des rentrées fiscales. Donc les jeux d'argent, c'est facile, hein, puisque comme c'est un peu quelque chose de superflu, de la consommation, on va dire, complètement superflu, il n'y aura aucun problème à augmenter les taxes. Donc ayez ce risque en tête quand même. Ici, hein, ils disent bien résultat net en baisse à cause des impôts, évidemment. Il y a aussi l'acquisition de Kindred. Le point positif, c'est que l'intégration de Kindred est désormais terminée. On a un groupe consolidé qui a dégagé les synergies suite à cette acquisition, ce qui est plutôt pas mal. Pour les perspectives 2026, légère croissance du chiffre d'affaires. Bon, c'est plutôt un marché qui est mature, hein, donc le chiffre d'affaires, il croîtra au mieux à la croissance du PIB, donc c'est pas énorme. Et ils ont un objectif, bon, alors, eux ils visent 5% en moyen terme. Moi j'en doute un petit peu, mais bon, on va voir ce qu'ils arrivent à dégager. Stabilité de la marge d'EBITDA, donc pas de dégagement d'efficience opérationnelle malheureusement sur ce dossier. Bon, on va regarder les chiffres sur Coifin. Si vous souhaitez vous y abonner, vous avez le lien en haut à droite de l'écran. On a déjà vu le cours de l'action. Si on regarde la croissance du chiffre d'affaires, on est sur une médiane de 9% depuis la cotation. On est à 20% en glissement annuel à décembre 2025, mais ça, évidemment, ça embarque les acquisitions, l'acquisition de Kindred. Alors ici, je pense qu'elle n'est pas correctement affichée. Non, on n'a pas la donnée complète. L'acquisition de Kindred était quand même assez conséquente. Donc c'est pour ça aussi que ça a bien stimulé la croissance du chiffre d'affaires. Bon, en réalité, voilà, hein, vous allez avoir une croissance entre 3 à 5% maxi sur FDJ United. Moi, je pense plutôt 3%. Mais en tout cas, on est sur un business qui est complètement mature partout dans le monde. Alors, partout dans le monde développé où ils opèrent, et dans les mondes plutôt émergents, dans les zones plutôt émergentes, de toute façon, ils n'ont pas accès à ces marchés, parce que ce sont des marchés réglementés, et le régulateur local ne vous donnera jamais l'accès, en tant que boîte étrangère, à ce genre de business qui est une vache à lait pour les États. Les taux de marge, taux de profit, on voit qu'on est sur une légère augmentation depuis 10 ans sur le taux de marge brut. On est passé de 26% à 42%, donc c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, les coûts, ils sont très faibles. C'est qu'en réalité, ils peuvent augmenter les prix comme ils l'entendent. Alors, pas comme ils l'entendent, plutôt en fonction de ce que l'État décide. Donc, ici, ils ont un pouvoir de fixation des prix. De toute façon, en monopole, on peut fixer les prix comme on veut. Et sur les zones où ils ne sont pas en monopole, il y a à mon avis une sorte d'entente, hein, une sorte de cartel pour que les prix puissent être maintenus à un niveau qui permette un maximum de rentrée fiscale. Le taux de marge d'EBITDA est un niveau record, 25,6%, ce qui correspond au 24. Alors, ça dépend comment on calcule la boîte vs ce qui est calculé par Coifin, mais c'est à peu près le même niveau, hein, ils disent 24,5%, 25%, donc on est à ce niveau-là. Donc niveau de marge record, en revanche, ça c'est pas mal. Et taux de marge net, lui, il est en baisse parce qu'on a été impacté, comme on l'a dit, par les impôts et par on va dire les charges liées à l'acquisition de Kindred. Donc ça, c'est non récurrent, et ça, à mon avis, donc le taux de marge net, il va recoller à la médiane 12,5% dans pas très longtemps, ce qui est plutôt positif. En revanche, ce qui est plus intéressant, en fait, pour cette boîte, c'est la génération de cash. C'est une vache à lait, 15% de taux de marge de free cash flow, c'est très bon. Au niveau des marges, rien à signaler, c'est très bon. Au niveau de la conversion des bénéfices nets en free cash flow,
On regarde ça, beaucoup plus de free cash flow que de résultats nets. Évidemment, on a vu qu'il y a beaucoup d'autres éléments non cash qui sont liés aux charges passées pour l'acquisition de boîtes. Hein. Donc ici, on est sur 10 ans, on est en cumulé à 276 millions d'euros. Si on regarde le besoin en fonds de roulement, il est négatif, évidemment. Les clients payent cash, vous payez les fournisseurs bien plus tard. La variation de ce besoin en fonds de roulement, c'est négatif de 2,8 milliards, très positif. Hein. Donc ça veut dire que la boîte est financée par les clients, pas besoin d'immobiliser de cash pour les opérations. Et au niveau de l'investissement, donc les dotations aux amortissements face au CAPEX, on voit qu'il y a quand même pas mal de CAPEX face aux dotations aux amortissements. Ça veut dire que la boîte continue à investir pour la croissance. Bon, pour moi, ça serait une croissance plutôt faible. Est-ce que ça vaut le coup d'investir aussi massivement? Je ne sais pas. Mais bon, dans le plan stratégique, en tout cas, il continue de vouloir investir, ce qui va faire croître l'appareil productif. Mais malgré cela, et grâce au besoin en fonds de roulement qui est très négatif et qui continue à varier en négatif, eh bien, on a plus de free cash flow que de résultats nets. Donc si vous voulez valoriser les fonds propres de l'entreprise, je pense que c'est plus pertinent d'utiliser un price to free cash flow plutôt qu'un price earning. On va regarder la rentabilité opérationnelle maintenant avec le rendement des capitaux investis. Je rappelle, hein, le rendement des capitaux investis au numérateur, c'est le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation, il inclut des éléments de non-cash. Donc en fait, ça sous-estime la rentabilité ici, puisqu'on voit que c'est une boîte qui génère beaucoup de cash. Donc en fait, la réalité, en termes de cash, à proprement parler, la rentabilité, elle n'est pas, à mon avis, elle est plutôt à 15%, hein, au-delà de ça. Bon, en tout cas, à 13,4%, c'est une boîte qui crée de la valeur. Le niveau a chuté, il a chuté ce niveau de rendement des capitaux investis parce que vous savez qu'au dénominateur, on a les actifs immobilisés et le besoin en fonds de roulement. Besoin en fonds de roulement, très négatif, aucun problème. Les actifs immobilisés, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont grossi avec l'acquisition de Kindred. Et le temps qu'on remonte la marge de Kindred au niveau de celle de FDJ, eh bien, on a un actif immobilisé qui est plus gros avec un taux de marge qui est plus bas. Donc, ça pèse un peu sur le rendement des capitaux investis. Bon, à 13,4%, on continue à créer de la valeur. Hein. On est au-dessus du coût moyen pondéré du capital. On va aller regarder ça sur Fiscal AI après. Mais voilà, on crée de la valeur pour les actionnaires sans problème. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça recolle à la médiane, qui est très élevée, hein, 22%. C'est normal, hein, c'est un monopole. Donc, la rentabilité, elles sont très bonnes, hein, sans problème. Au niveau de la trésor ou de la dette, on est sur un peu moins de 2 fois les l'EBITDA en dette nette. Donc, ce qui est bien, hein, les l'EBITDA continue de monter, la dette nette, elle plafonne. Donc, bon, on va avoir un levier qui va baisser. Je pense qu'ils vont quand même commencer à rembourser la dette. Hein. Donc, on va se désendetter tranquillement. Il n'y a aucun problème pour se désendetter sur FDJ. Et on génère beaucoup d'EBITDA, on génère du free cash flow. Donc, la dette est maîtrisée à ce niveau sans problème. Au niveau de la rémunération de l'actionnaire, on a un dividende évidemment qui est payé. Ce dividende, c'est 379 millions d'euros de dividendes. Alors, en rendement, ça fait autour des 8%. On a 80% des free cash flow, un peu moins, versé en dividende. Donc, ce dividende est sécurisé. Est-ce qu'il va continuer à augmenter? Je le pense. Après, ça va dépendre évidemment de la fiscalité. Hein. Si les impôts augmentent, ça fait moins de cash à verser aux actionnaires. On est sur des actions qui ont été rachetées. J'ai pas l'impression que ce soit structurel sur cette boîte. Si on regarde, si on zoome un petit peu, là, il y a des actions qui sont rachetées. Mais typiquement, ça, c'est quand ils font des one-shots comme ça sur une année, c'est pour verser aux salariés en actionnariat salarié ou en stock options pour le management. Donc je pense pas qu'il y ait des rachats d'actions structurels sur FDJ. En tout cas, on a 8% de rendement de l'actionnaire. Bon, c'est le dividende en plus, ça. C'est copieux, c'est sécurisé jusqu'au jour où les taxes augmentent trop. Au niveau de la valorisation, on va se mettre en valeur d'entreprise sur EBITDA. Depuis la cotation, la médiane, c'est 12,2. On est allé sur un niveau de folie à 22 en juin 2021. Bon, on a fait du chemin à la baisse. Hein, depuis, on est sur un niveau, on est sur un plus bas hein, au niveau de la valorisation. Donc, il y a une opportunité value et dividende sur FDJ, ça c'est clair. Mais après, il faut regarder le qualitatif. Hein, les fondamentaux de la boîte et de ce marché, c'est État et réglementation, impôts, etc. Donc, c'est pour ça que quantitativement, je trouve ça intéressant. Qualitativement, c'est pas le cas. Allez, on fait un petit tour sur Fiscal AI pour regarder un peu les comparables. On voit qu'on est sur des vrais comparables, hein, je pense. Alors, on va se mettre en market cap. Au PAP, il n'y a pas la market cap. Donc ça, c'est la boîte grecque des jeux d'argent. Betson, c'est en Suède. Entain, je ne connais pas, mais je pense que ça, c'est à Londres. Celle-là, je ne la connais pas non plus. Il y a pas mal de comparables. Habituellement, moi, je prends DraftKings et Flutter Entertainment et aussi OPAP. Bon, on voit que les rentabilités sont élevées. C'est normal, sur ce bise. Hein, on est sur des monopoles. On voit que FDJ, calculé par Fiscal AI, mais je pense qu'ils sont un peu à côté de la plaque hein, pour les rentabilités, pour les ROIC. Ils mettent 6, mais je pense qu'en réalité, on est bien ce qui est indiqué par Coifin à 13. Donc, on voit que de toute façon, c'est un secteur qui est très rentable. Au niveau de la valorisation, bon, on est sur une valorisation qui est basse hein, pour FDJ comparé à Betson. On est au-dessus, mais c'est la seule.
il n'y a pas possible. Non, même pas. Donc il n'y a que Betson qui est moins valorisé. Tous les autres, ils sont sur des niveaux de valorisation un peu plus élevés. Au niveau des hypothèses d'actualisation, ce qu'on peut regarder, alors ce que vous pouvez faire, ici on est sur une actualisation de flux de trésorerie. Hein. Vous voyez ici, c'est on prend les bits et puis on calcule après un free cash flow. Et un free cash flow déleveragé. Ici, ce qui est peut-être intéressant à faire, si vous voulez faire une actualisation, c'est un dividende discount model, puisque vous avez beaucoup de dividendes, une grosse part du résultat est versé en dividende, et ce dividende, il est constant, voire en augmentation. Donc vous pouvez faire un dividende discount model avec un taux d'actualisation. Alors le dividende, il est payé par les free cash flow, donc il vous faut un taux d'actualisation qui correspond au coût des capitaux propres. Donc vous pouvez actualiser ça avec le cost of equity qui est ici, ils mettent 9%, 10% presque. Bon, c'est sévère hein, comme taux d'actualisation. Bon, après, il y a le risque réglementaire, évidemment. Moi, je mettrais plutôt 8,5-9%. Donc, vous pouvez faire votre DCF, votre DDM plutôt, du coup, avec ce taux d'actualisation et voir ce que ça vous donne. Au niveau du coût moyen pondéré du capital, nous mettre 7,3%. Je pense que c'est bien, hein, vu que le coût de la dette est à 2,2%. Donc, vous voyez hein, une boîte qui crée de la valeur puisque le rendement des capitaux investis est supérieur au coût moyen pondéré du capital. Donc, FDJ, c'est bien, mais c'est trop risqué pour moi puisque il y a trop de facteurs qualitatifs qui sont en défaveur de l'actionnaire du minoritaire. Donc, il faut l'avoir en tête si vous investissez là-dedans. Après, on voit que l'historique de création de valeur n'est pas top. Hein. Alors, la rentabilité est élevée comparée au coût moyen pondéré du capital, mais on a eu en fait une énorme contraction de multiples. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que le marché a été peut-être beaucoup trop optimiste après l'introduction en bourse. Maintenant, on est sur un niveau raisonnable. Vous allez, voilà, donc si vous allez vous passer outre les risques réglementaires et état au capital, on est maintenant sur un niveau de valorisation qui quand même qui vous offre une bonne marge de sécurité avec la marge de sécurité supplémentaire qui vient du fait qu'on vous reverse quand même beaucoup du free cash flow en dividende. Donc ça peut vous sécuriser. Il ne faut pas s'attendre à avoir des performances extraordinaires avec FDJ, mais tant que les taxes n'augmentent pas trop vite, on peut avoir son dividende tranquillement et peut-être une expansion multiple. Alors l'expansion multiple, elle sera jamais, voilà, ici ils mettent donc c'est 6,5. On n'ira jamais, à mon avis, on n'ira plus à 10. 10-12, hein. Je pense qu'on va au-delà de 8,5, il faudra commencer à s'inquiéter un peu sur la valorisation des FDJ. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.